Depuis longtemps, je vous avais promis des reportages sur des maîtres d'arts martiaux autres que des maîtres de judo. Eh bien, voici une série de documents qui va porter sur la vie de Morihei Ueshiba, né en 1883 et mort en avril 69. Comme on le sait, Ueshiba, c'est le dernier des trois grands fondateurs. Il a contribué avec Jigoro Kano puis Gishin Funakoshi à la conservation des arts martiaux tels qu'on les connaît, qui étaient menacés d'oubli par la modernisation de la société japonaise. Morihei Ueshiba va naître de... Son père s'appelle Yoroko Ueshiba, sa mère s'appelle Yuki. C'est des propriétaires terriens sur des fermiers, en fait. Tanabe. Tanabe, qui est dans la préfecture de Wakayama, sur l'île principale de Honshu, au Japon. Son père c'était un homme qui était très très impliqué dans son village, il a fait partie des élus, c'était le maire de Tanabe pendant de nombreuses années. On nous dit que Morihei c'était un enfant de faible constitution, puis il était souvent malade, mais qui était plus intelligent que la moyenne. Fait qu'il va étudier le chinois puis la religion bouddhiste sous la direction d'un prêtre Shingon à Jizodera en 1890. Ça, le mot Shingon, ça signifie parole de vérité. En fait, c'est la traduction japonaise du mot mantra en sanskrit, qui désigne l'incantation des espèces d'incantations en Inde, et mantras, comme tout le monde sait. Cette école-là est avec l'école Tendai, une des deux écoles à pratiquer le bouddhisme tantrique au Japon. Et ça, mes amis, ça va marquer profondément le futur de Morihei Ueshiba. On voit que Morihei porte déjà un intérêt marqué à la prière et à la méditation. Mais pour le renforcer physiquement, là, son père va le pousser à pratiquer le sumo et la natation. Ça dès l'âge de 10 ans. Mais c'est là qu'il va se découvre une espèce d'intérêt pour la confrontation. Il aime ça, se confronter. Après des études sans histoire, il va terminer ses études à l'Institut Abacus, c'est un drôle de nom, ça, de Yoshida. Puis il va fonder une papeterie, une librairie qui va s'appeler Compagnie Ueshiba et commence à étudier le Kito-ryo Jujutsu. Comme vous le savez, le Kito Jujutsu, c'est une des sources du Kodokan Judo de Jigoro Kano. Mais il ne fait pas juste ça, il va pratiquer le sabre, le style Shinkage. Ça, c'est un des styles qui a survécu à la réforme Meiji. Ben, un de ses premiers emplois, c'est au service des revenus fonciers, des taxes, en fait, à l'Office des impôts de Tanabe. En 1902, il y a juste 19 ans, c'était déjà un signe précurseur de sa soif pour la justice. Il va rejoindre un mouvement de protestation populaire contre une certaine législation sur la pêche. Il y avait des pêcheurs qui étaient mécontents, puis lui il trouvait ça injuste, fait qu'il a décidé de s'impliquer dans ce mouvement-là. Durant cette période-là, Ueshiba s'entraîne à Sakai. Ça, c'est une ville qui est pas loin, au dojo de Masakatsu Nakai. Ça, c'est un descendant de la famille Yagyu, où est-ce qu'il va étudier le Yagyu Ryu Jujutsu. Ueshiba confié plus tard que beaucoup de mouvements de main puis de déplacements de pieds sont les vestiges des études dans cette école-là. Mais on se rend compte que la plupart de ces gens-là, on constate comme Kano, par exemple, il a manifesté le besoin de faire un autre style de Jujutsu, probablement pour pallier, et ça c'est mon opinion personnelle, pour pallier au manque du Kito-ryu, qui lui était issu directement de l'ère glorieuse peut-être, mais révolue des samouraïs. À peu près à la même époque, le père de Morihei puis des proches de la famille, Yoroko Zenzo Inoue, ça c'est le beau-frère de Morihei, vont l'encourager à partir pour Tokyo en tant qu'apprenti chez Koshiro Inoue pour l'aider dans ses affaires situées dans le quartier de Asakusa à Tokyo. Évidemment, Ueshiba va profiter de l'occasion puis il va étudier le Jujutsu du Koryo de l'école ancienne Tenshin Shinyo Ryu sous la direction de Tokusaburo Tozawa. Tozawa, il est mort en 1912. Tenshin Shinyo, mais ça aussi, c'était comme le Kito-ryo, une des sources du judo Kodokan de Kano. Ça fait deux styles qu'il pratique qui est proche du judo. Il semblerait que la vie de Toko ne convient pas parce que en moins d'un an, quelques mois après, il est atteint de beriberi. Le beriberi, c'est une espèce de maladie qui est provoquée par un déficit en vitamine B1. Fait qu'il va retourner à Tanabe pour sa convalescence. Mais là, c'est là, il va s'astreindre à se forger un corps tout neuf, solide, en appliquant les principes du Shugyo, la 16 qui apprécie son apport aux vertus morales. En 1903, à 20 ans, il va épouser Itogawa Hatsu et puis il va s'engager dans l'infanterie de Wakayama
malgré sa petite taille, parce qu'il mesurait 1,56 m. Puis là, il va apprendre le Jukenjutsu. Ça, c'est le combat à baïonnette. Ça, c'est vraiment violent, là. C'est pour la guerre, évidemment. Combat à baïonnette. Puis il était exceptionnel de rapidité dans cet art martial-là. Il était d'ailleurs surnommé le soldat Kami. On s'en doute bien. Inévitablement, il va participer à la guerre russo-japonaise comme caporal en Mandchourie. Et il va rapidement devenir sergent à cause de son aptitude au combat. Mais c'est pas vraiment sa tasse de thé. Il va quitter l'armée en 1906 puis il va retourner à Tanabe. Il va continuer à ce moment-là à s'entraîner avec Maître Nakai après sa démobilisation. Puis d'ailleurs, il a reçu un diplôme d'un niveau intermédiaire de Masanosuke Tsuboi. Ça, c'est une des têtes du style. En 1908 ou en 1910, mais selon les sources, ça dépend où est-ce qu'on regarde. Mais le diplôme, curieusement, mais il n'a pas été signé. Les années qui suivent son service militaire sont difficiles pour Ueshiba. Tout comme de nos jours, les soldats ils ont une dure période de réadaptation à la vie civile. Parce que c'est vraiment, en temps de guerre, les militaires, c'est dur là, sur le plan moral. C'est peut-être pourquoi, vers 1911, la famille, avec le soutien de Zenzo Inoue, le beau-frère, décide d'inviter à Tanabe un jeune professeur de judo qui s'appelait Kiyoyuki Tagaki, qui voyageait dans la région et pour qu'il enseigne à Morihei le judo. Et ça, ils ont fait ça dans une grange désaffectée qui était la propriété de la famille Inoue, qui était quand même une famille en moyen. En 1910, le gouvernement japonais avait lancé un projet de repeuplement de l'Hokkaido, l'île du Nord. Mais il faut dire aussi que les Russes avaient un œil sur cette région-là, puis il fallait que le gouvernement japonais réagisse. Il est clair que la famille Inoue, la belle famille, était parmi les participants actifs du développement de cette région-là, parce que c'était aussi en lien avec leurs intérêts commerciaux. Zenzo, en tant que patriarche de la famille, organise avec son beau-père Yoroku, en fait, qui est le père de Morihei, l'envoi de 80 volontaires à Hokkaido. Morihei, probablement à cause de son leadership naturel, a été choisi pour remplir diverses fonctions d'encadrement. Ils ont formé un groupe qui s'appelait Kishu. Ils sont partis en 1912. Puis là, les colons ont fondé la ville de Shirataki. Je sais pas si c'est ses parents avec les nouilles, mais enfin. La vie là-bas est très très dure. Les hivers sont très longs, c'est très humide. Les récoltes sont mauvaises. Et Ueshiba a dû user de ses contacts pour obtenir des subventions pour passer l'hiver. Il crevait littéralement de faim. Mais après 2 ans de privation, les récoltes ont commencé à être intéressantes. Et Ueshiba a commencé à imaginer des projets, culture de la menthe, élevage de chevaux, coopérative laitière. Et il a été surnommé le roi de Shirataki. On se retrouve en 1913 ou 1914. Il y a d'importantes personnalités du monde politique ou militaire qui lui rendent visite. Il compte parmi ses élèves en Daitorio un certain nombre d'officiers de la marine, dont l'éminent amiral Seiko Hasano. Il est aussi adepte de la religion Omoto-kyo. Ça, on va en parler un petit du révérend Deguchi. On va en parler un petit peu plus loin. Là. Mais il était surtout, et surtout, ça c'est important, de l'amiral Isamu Takeshita. Takeshita, lui, c'était un monsieur qui était très près de la famille Kano. Et très impressionné, Takeshita a fait de son mieux pour que Morihei puisse faire des démonstrations puis diriger des stages à Tokyo. Takeshita, c'était vraiment un promoteur des arts martiaux, vraiment. Là. Parmi les protecteurs de Ueshiba, on trouve aussi Gombei Yamamoto. Ça, c'est un compagnon d'université de Jigoro Kano. J'en ai parlé quand j'avais parlé de l'histoire de Kano. C'est un ami personnel. Puis Yamamoto, c'était un amiral en retraite. Il a été premier ministre du Japon à 2 reprises. Mais ce qu'il faut dire, c'est que véritablement, c'est en 1915 que la vie de Ueshiba va basculer. Il est âgé de 32 ans, il va participer à un séminaire privé mené par un expert de Jujutsu du Daitoryu, un héritier du clan Takeda, qui était nommé Sokaku Takeda, dans la ville voisine de Engaru. Où il est fasciné par le personnage, c'est un personnage assez spécial, Takeda, il faut dire. Ueshiba va l'inviter à rester chez lui pour devenir son disciple. Et Takeda va lui enseigner son art ainsi qu'à une quinzaine de personnes de Shirataki. Il va recevoir un premier diplôme d'instructeur de premier degré du Daitoryu en 1917.
Mais il ne fait pas juste des arts martiaux à ce moment-là au Ueshiba. Il est aussi élu au conseil du village de Yubetsu, qui est composé de 12 membres. Ça, c'est en juin 18. Ben, à vrai dire, il va suivre les traces de son père Yoroku, qui avait servi en tant que membre du conseil de la ville de Tanabe pendant de nombreuses années. En novembre 1919, c'est le drame, il a reçu de mauvaises nouvelles de son père, dont l'état de santé se détériorait, puis c'était rendu très critique, fait qu'il va donc quitter Hokkaido. C'était pas un cadeau à l'époque, là, quitter Hokkaido, puis il a laissé à Maître Takeda toutes ses terres en remerciement de ses précieux enseignements. Vraiment, Ueshiba n'était pas attaché au bien de la terre, comme on peut dire, il a tout donné ça, lui. Là. En cours de route, il va apprendre qu'il y a un certain maître de la nouvelle secte Shinto, Motokyo, un certain Onizaburo Deguchi, se trouve à Oyabe, c'est près de Kyoto. Deguchi, c'est un personnage majeur là, dans la vie de Ueshiba, aussi dans l'histoire du Japon. Il pratiquait le Chinkon Kishin, ça c'est la voie accédant à la communication avec l'esprit divin du kami, au moyen de la méditation prolongée. Mais là, lui était en période de détresse, fait que dans l'espoir d'obtenir la guérison de son père, il voulait le guérir grâce à ses prières. Ça, c'est des prières, ça fait ce que ça peut, hein. Il va se rendre à Ayabe, mais de retour à Tanabe, il va apprendre que son père était mort 4 jours avant. Ça, c'est là profondément marqué. Il a été profondément peiné par cette disparition-là. Puis il a passé de longs mois, on pourrait dire en dépression, à prier et à méditer. Puis après, quand il est revenu un petit peu de ce malaise-là, de cette dépression-là, il s'est tourné encore vers Deguchi puis son enseignement révolutionnaire des valeurs spirituelles traditionnelles. Ce monsieur-là, monsieur Onizaburo Deguchi, c'était tout un personnage. Donc, il va déménager à Ayabe avec sa famille, puis il va rentrer en religion, littéralement en religion, de la religion Omotokyo. Mais Deguchi l'appréciait énormément, puis il l'aimait, puis il a confié beaucoup de responsabilités. Puis c'est lui qui a dit un jour, tu devrais consacrer ta vie au budo parce que tu en as la force, tu as la force de déplacer des montagnes. Fais-le. Do it, comme disent les marchands d'espadrilles. Ensuite de ça, le fondateur va ouvrir l'école Ueshiba d'arts martiaux en 1921. En 1921, il faut dire aussi que c'est la naissance de Kishomaru Ueshiba, le Doshu, qui va prendre la relève quelques années plus tard. Il a fait ça à Ayabe, ça va s'appeler, le dojo va s'appeler Ueshiba Juku. L'école privée, les Juku, c'est des écoles privées, si on veut. Bien, essentiellement, ces élèves, c'est des adeptes de l'Omotokyo, mais sa renommée en tant que maître se répand rapidement. Mais on ne peut pas dire qu'il passait l'essentiel de ses journées. L'essentiel de ses journées, c'était pas le budo, mais c'était de défricher puis de cultiver la terre. C'est d'abord un fermier. Il pense puis il met en pratique son idée de la relation entre le budo et l'agriculture. Le moins qu'on puisse dire, on peut appeler ça une idée novatrice. L'étude du Koto-tama ou de la fonction spirituelle des sons était aussi un des aspects clés dans sa recherche du véritable esprit budo. Progressivement, il va forger sa théorie sur l'unification de l'esprit, de l'âme et du corps. Je vous explique. Habituellement, la pratique de l'aïkido est silencieuse. Cependant, dans l'enseignement de Morihei Ueshiba, l'exécution des mouvements s'accompagne de l'articulation de sons de la part des participants, les koto-dama. C'était même un des points fondamentaux pour le créateur, puisqu'il disait « L'aïkido est une méthode de fusion avec le koto-dama, l'esprit de l'univers. » C'est à noter qu'on ne fait plus ça de nos jours, parce que, évidemment, c'est dû au fait de la complexité. Il faut coordonner les mouvements avec la parole. Ça, pour faire ça, ça prend une très bonne maîtrise des techniques, sans compter les aspects ésotériques qui vont rebuter de nos jours plusieurs pratiquants. Pendant cette période-là, Morihei va recevoir souvent la visite de Maître Takeda. De son côté, sa notoriété à Ueshiba va grandir, puis son art prend les noms successifs de Daitoryu Jujutsu, Daitoryu Aiki Jujutsu, puis après ça, Aiki Jujutsu, c'est en 1922. En 1922, c'est aussi l'année où est-ce que sa mère va décéder. Il n'y a pas juste ça qui va arriver, il va recevoir à la fin du séjour de 6 mois de Takeda, de Sokaku Takeda chez lui, le certificat de Kyori Dairi, professeur. Voilà, c'est ce que j'avais. Ça, c'est la première partie du documentaire. Si vous avez aimé, vous savez quoi faire. Donnez-nous un pouce en l'air. N'oubliez pas d'activer les clochettes si vous voulez recevoir les notifications. On en fait un par semaine environ. N'oubliez pas de partager ces vidéos-là avec les gens que vous connaissez.
surtout abonnez-vous à Martialement Vôtre. En attendant, faites attention à vous. N'oubliez pas d'aller au dojo et à la prochaine.